Donc bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Nicolas Chalet, je suis lead développeur front-end chez Open Classrooms, une plateforme de formation en ligne. Il y a 4 ans et demi, quand je suis arrivé dans la société, le site s'appelait encore le site du zéro, je pense que certains connaissent. Et dans l'équipe technique, il y avait Vincent, notamment. Et Vincent était développeur back-end. Et il se trouve que Vincent est également non-voyant. Donc j'ai travaillé avec lui un petit peu. Et j'ai pu constater comment il travaillait avec un clavier spécifique, avec une plage braille, etc. Donc j'étais assez impressionné de comment il pouvait travailler avec ces conditions-là. Il a donné pas mal de conseils quand il était là pour rendre le site plus utilisable pour lui. Et malheureusement pour moi, il n'est pas resté dans la société, il est parti et a continué ses études aux États-Unis. Sans Vincent dans notre équipe, on n'avait plus qu'une idée très théorique de comment rendre le site un peu plus accessible aux personnes avec handicap. Mais on a quand même évidemment continué à faire évoluer le site, à l'enrichir, à le modifier. Et on a notamment donc changé le nom et on a défini notre mission qui est donc de rendre l'éducation accessible. À la base, c'est accessible vraiment au sens très large. Donc, c'est pour ça que les cours sont gratuits, c'est pour ça qu'on s'adresse beaucoup aux pays d'Afrique, etc. Donc les cours sont vraiment pour tout le monde. Et donc l'accessibilité également pour les personnes porteurs de handicap. En 2017, donc très récemment, on a eu besoin de savoir où on en était sur l'accessibilité sur le handicap. Et donc on a décidé qu'on allait faire un audit externe. Avant de faire cet audit externe, il a fallu qu'on trouve des outils pour mesurer un petit peu où on en était. Et donc on a cherché et on a trouvé cet outil qui s'appelle Axe, qui est disponible en version browser. Donc c'est une extension qui va remonter tous les problèmes sur une page, qu'on a utilisé également en version ligne de commande. Ça utilise Node.js et Phantom.js. Et tout de suite, je ne sais pas si vous voyez, mais l'outil nous a indiqué que seulement 20 à 50% des problèmes sont détectés avec ces outils-là. Pendant ces tests, on a décidé de prendre aussi le clavier, l'utiliser le plus possible, parce que ce n'est pas dans nos habitudes et ça fait partie des problèmes d'accessibilité qu'on savait qu'on avait. De cette petite étude, on a remonté 4 problèmes principaux. Le premier, c'est nos pop-ins. On utilise beaucoup de pop-ins sur le site pour se loguer, pour créer un compte, diverses informations. Et on n'était pas du tout bon au niveau de l'accessibilité. Notamment, la navigation au clavier n'était pas bonne du tout. Le focus partait de la pop-in, arrivait sur la page derrière. C'était un peu l'enfer. L'autre problème qu'on a rencontré assez fréquemment, c'est les icônes. On utilise beaucoup d'icônes qui sont des icônes vectorielles. Et on n'avait pas de texte associé à toutes les icônes. Donc difficile, quand on ne les voit pas, de savoir à quoi ça correspond. Un autre problème important, encore plus important, c'était les sous-titres sous des vidéos. Autant dans les cours, on a beaucoup de vidéos dans les cours. L'équipe éducation en charge des cours avait un processus très complet. Donc eux, ils avaient sous-titré toutes les vidéos systématiquement. Autant dans tout le reste, les pages satellites, on va dire, on avait beaucoup de vidéos qui n'avaient pas de sous-titres. Et enfin, le gros problème le plus remonté, en nombre en tout cas, c'est les problèmes de contraste. On a eu, ce matin, il y a quelqu'un qui a parlé des colorblind, des daltoniens. Nous, on a fait des choix un peu pas très bons au départ, c'est-à-dire qu'on a misé tout sur la couleur orange, qui est dans notre logo. Et on a fait des boutons orange, on a écrit en blanc dessus, on a fait des titres orange sur du blanc. Et donc tout ça, ça ne passait pas à l'accessibilité. Et même très récemment, pour l'anecdote, on a fait une page sur nos parcours. On a choisi des couleurs pour chaque catégorie de parcours, c'est-à-dire tout ce qui est data, marketing, développement, etc. Et les couleurs qu'on a choisies, on était très contents. Sur nos écrans Retina, super bien calibrés, ça passait très bien. Et quand on a fait la présentation sur l'écran géant dans la salle de réunion avec tout le monde, on s'est rendu compte que l'écran, qui est pourtant un bon écran, n'affichait pas les couleurs comme on voulait. Et donc on s'est rendu compte que ce n'était pas lisible, même pour nous qui n'avons pas de problème de vision des couleurs. Une fois qu'on a remonté toute cette liste de problèmes, on s'est attaché à fixer
tout ce qu'on a pu trouver. Donc on s'y est mis pendant environ un mois à 2 personnes. Et on a commencé par créer un channel interne qui s'appelle donc Accessibility. Et le but de ce channel, c'était de rendre le sujet plus transverse. Donc pas que ça soit que le front-end qui s'occupe de ces problèmes, mais c'était vraiment de responsabiliser toutes les équipes. Ça a plutôt bien marché, on a une bonne dynamique. On a des designers qui sont venus, on a des personnes de l'équipe éducation qui sont venues, on a des membres de l'équipe vidéo qui sont venus pour nous aider, nous apporter des informations ou apporter des problèmes qu'on devait résoudre aussi. La deuxième chose qu'on a fait pour régler tous nos problèmes de contraste, c'est de trouver des outils qui nous permettaient de tester correctement. Donc le premier qu'on a utilisé, c'est Color Contrast Analyzer, qui permet, avec un color picker très pratique, de choisir la couleur de fond et la couleur de texte. Comme c'est une application autonome qui marche sur Windows et sur macOS, on peut l'utiliser avec la maquette sur Photoshop ou sur Illustrator ou n'importe quel logiciel. Et au niveau du contraste, on a eu un autre problème à régler, qu'on a réglé avec Tanaguru Contrast Finder, qui permet de prendre 2 couleurs en entrée, donc une couleur de texte et une couleur de fond, et qui va nous sortir les couleurs très légèrement modifiées en gardant la teinte le plus proche possible de ce qu'on avait au départ, ce qui nous a permis de corriger des couleurs qui n'étaient pas complètement suffisamment contrastées, mais qu'on pouvait garder dans les mêmes teintes. Pour les vidéos, c'était assez simple, puisque donc l'équipe éducation avait tout le workflow. Donc on travaillait avec une société qui s'appelle Otot, qui nous a fourni une application web où on upload notre vidéo. Ils font la transcription du texte automatiquement, ils relisent, ils nous l'envoient, on a une relecture en interne et on l'intègre dans les balises vidéo, dans la balise track. L'utilisation du clavier donc dans les pop-in, on l'a réglé avec Focus Trap, qui est un module NPM, on l'a utilisé tel quel, qui va bloquer le focus dans un élément de la page. Donc on pouvait naviguer avec le clavier sans problème. Il existe aussi en composant React. Voilà. Pour résumer, pour nous, le job était bon. On avait réglé pas mal de problèmes. On était assez confiants. On a mandaté la société Temesis pour faire un audit. Et on a attendu fébrilement le rapport. Le rapport est arrivé. 58 pages. Donc c'est arrivé le 12 octobre 2017, c'est il n'y a pas très très longtemps. Il concerne 18 pages du site qu'on avait défini en avance. Et on ne va pas se mentir, le rapport est très mauvais. Donc on a un taux de conformité de 35%. Par rapport à une des normes qu'on a vues tout à l'heure, le référentiel RGAA 3 2016, qui est une norme française qui est basée sur le WCAG 2. Le rapport est quand même assez sympathique avec nous, puisqu'il nous dit vous avez quand même fait du bon boulot sur les vidéos, la structure HTML, donc tout ce qui est basique, on va dire, l'utilisation des H1, des alt, tout ça, c'est maîtrisé. Mais le rapport dit que par exemple il nous manque un alt sur une page du site et du coup on n'a pas eu les points sur bonne utilisation des alt dans les images. Donc voilà. Et voilà. Donc il y a certaines erreurs qui n'arrivent pas très souvent sur le site mais qui nous ont fait baisser des points. Les gros problèmes qui ont été remontés, c'est la navigation au clavier. On a beaucoup trop de liens qui n'ont pas de href, qui ont juste un comportement JavaScript. Donc ça on peut même pas accéder au clavier avec. D'ailleurs, petite anecdote, autant on avait bien travaillé la pop-in, on pouvait bien naviguer au clavier dessus, on pouvait bien fermer avec la touche Escape, mais on a une croix en haut à droite de la pop-in, on ne pouvait pas y accéder avec le clavier. C'est un peu dommage. Un autre gros problème, c'est les labels pour les formulaires. On a bêtement, je veux dire, utilisé une technique qui consiste à mettre notre champ input entre les balises labels, et ça suffit pas, donc il faut vraiment mettre l'ID, le for, bien cibler l'ID de l'input en question pour que ça soit bien accessible. Le troisième problème que nous a remonté, c'est les icônes, donc on avait laissé ça un peu de côté, mais non, c'est un gros problème, notamment parce qu'il y en a beaucoup aussi on ne pouvait même pas naviguer au clavier dessus, donc c'était le troisième problème remonté. Chez Open Classrooms, on a un petit peu cette maxime qui est « it's okay to fail ». On aurait pu ne pas faire d'audit, on aurait pu dire voilà, on a corrigé plein de problèmes d'accessibilité, c'est bon, on est tranquille, mais on ne l'a pas fait. Donc on a fait un audit, on s'est un peu cassé la gueule, mais comme dit Greg de l'équipe, beaucoup de travail en perspective, c'est cool, donc on est assez content parce qu'on va pouvoir améliorer la plateforme sereinement.
La plupart des problèmes qu'on a relevés, c'est soit du bon sens, soit des choses qu'on connaît tous, mais qu'on n'a pas appliquées correctement dans le workflow du travail, etc. Par contre, j'ai trois trucs qui m'ont un petit peu étonné. C'est les grandes polices, donc je n'ai pas l'habitude d'agrandir les polices de mon navigateur. Je zoome en général à 150 ou 200% ce que je fais pour voir si les blocs s'ordonnent bien, etc. Mais en zoomant la police, il se trouve qu'on avait des blocs comme ça qui étaient bloqués en hauteur. Et la solution, c'est pas de ne pas spécifier la hauteur. Tant pis si ça décale un petit peu le design. Fun fact, j'ai fait l'acquisition chez moi d'un écran 4K et j'ai eu ce problème-là quand je l'ai branché, tout simplement parce que tout le système s'est mis en grande police et je m'y attendais pas. Et donc ça ne concerne pas que les gens qui ont des problèmes d'accessibilité. La deuxième surprise, c'est la recherche instantanée. Sur Open Classroom, on utilise Algolia. C'est très pratique quand on tape et qu'on voit l'écran, on voit tout de suite comment ça fonctionne. Par contre, quand on ne peut pas voir l'écran, c'est un peu plus compliqué. Donc la solution très rapide qu'on nous a dit de faire, c'est tout simplement dans le champ input de mettre un ARIA label qui explique que c'est un champ de recherche pour les cours et que le résultat est instantané. Donc le dernier point qui m'a un petit peu surpris, c'est l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, on s'en sert beaucoup chez Open Classrooms. C'est le fait d'utiliser développeur-médian, the. Et on nous a indiqué que certains lecteurs, certaines synthèses vocales avaient du mal à prononcer ça. J'en ai discuté après sur Internet avec d'autres gens qui m'ont dit que bon, c'est un problème plutôt d'habitude, les gens vont s'y faire, et que c'est pas vraiment un vrai problème d'accessibilité, plus un problème d'usage. Au final, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que les outils automatiques ne suffisent pas. Il faut vraiment utiliser le site en utilisation réelle, on va dire, en utilisant le clavier, en utilisant VoiceOver, ou en faisant des tests avec des gens qui ont des handicaps. On a appris aussi que l'accessibilité, c'est pas qu'un problème technique. Il faut prendre ça en compte en amont aussi, dans la conception du produit, dans le design, toutes les étapes. Il faut que tout le monde ait en tête que tout le monde n'utilise pas le site avec les mêmes outils. Troisième point, ça j'espère qu'on l'a appris, mais bon, tout le monde devrait savoir ça, c'est améliorer l'accessibilité, ça profite vraiment à tout le monde. On peut être dans des cas où que le site soit bien fait peut nous aider à mieux l'utiliser, même si on n'est pas porteur de handicap. Depuis quelques mois maintenant, chez Open Classrooms, on est en train de définir nos personas. On en a 6 actuellement, d'âges différents, de sexes différents, de parcours différents, avec des besoins différents. Et après cette expérience, il était clair que on n'avait juste pas pris en compte le handicap. Donc on se servait de nos personas au début pour définir les pages, etc. Mais on n'avait pas ce truc-là. Donc on a créé un autre persona, donc maintenant on va en avoir 7. On a défini que ça serait quelqu'un qui est aveugle, qui va rejoindre donc cette équipe de persona. On a choisi aveugle comme handicap, car en discutant avec la société Temesis, ils nous ont dit qu'en réglant des problèmes pour les gens qui ne voient pas, ça règle beaucoup de problèmes. Donc on a commencé comme ça, on va commencer comme ça. Et on a rajouté aussi à un de nos personas un petit problème de vision, donc il va être daltonien maintenant, pour bien... ces 2 personas avec ces handicaps vont nous rappeler à chaque étape des projets, ils vont nous rappeler notre mission qui est de rendre l'éducation accessible.